Bon, mais bonjour à tous, donc je suis le docteur Ben Saber et je vais vous parler du glaucome. D'Alès. Et d'Alès, avec le petit accent. Alors, le glaucome, juste pour resituer, donc là nous allons parler du glaucome chronique. C'est important de dire le glaucome chronique parce que là on est vraiment sur la maladie glaucomateuse. Les suivis de patients glaucomateux, c'est cette maladie dont on va parler tout de suite. Le glaucome, c'est une neuropathie optique. Donc, moi, quand j'explique à mes patients, je leur dis l'œil, c'est la structure qui va recevoir l'information et c'est le cerveau qui va l'analyser. Et entre, il y a le nerf optique qui va transmettre cet influx. Le nerf optique, c'est comme un gros câble électrique qui est rempli de millions de petites fibres. Et la neuropathie optique, donc, c'est la perte progressive de ces petites fibres. Et finalement, on perd 10%, 20%, 30%, et jusqu'à perdre complètement la transmission de l'influx nerveux entre l'œil et le cerveau. Le principal facteur de risque, c'est l'hypertonie oculaire. Pourquoi ? Parce que quand on a de la tension dans l'œil, la physiopathologie, ça serait un cisaillement de ces petites fibres optiques, une par une, qui conduit à leur destruction. Les autres facteurs de risque, on va en reparler un petit peu après. Rapidement, en dehors du glaucome, dans les types de glaucome chronique, on a l'angle ouvert, on a le pression normale. On va pas trop rentrer dans le détail, c'est un petit peu compliqué. Moi, je pense qu'il faut vraiment retenir de cette diapo, c'est la maladie chronique, une maladie du nerf optique et le facteur de risque, la pression intraoculaire. Voilà, ce sont les trois notions. Schématiquement, dans un œil, on a à ce niveau-là les corps ciliaires qui vont fabriquer l'humeur aqueuse, donc c'est le liquide qui hydrate en permanence notre œil. Elle va passer en avant du cristallin, dont on a parlé juste avant. Elle passe par le petit trou qu'on appelle la pupille. Donc ce qu'on voit, quand on regarde un œil, c'est la structure noire au centre de votre œil. Et elle va être évacuée à ce niveau-là par le trabéculum, qui a plein de petits canaux d'évacuation pour passer sous la conjonctive et donc être éliminée. Quand on a un problème glaucomateux, on a une discordance entre la fabrication d'humeur aqueuse par le corps ciliaire et son élimination. Il y a trop de liquide et pas assez, fabriqué et pas assez d'évacuation. Et donc on comprend que ça gonfle, ça crée une pression et ça va venir abîmer, donc comme on a parlé juste avant, notre nerf optique, juste ici. Donc lésion irréversible du nerf optique et petit à petit, il se cisaille et on perd ses fibres optiques. Donc, c'est ce qu'on appelle l'excavation papillaire. La perte, un peu comme un paquet de spaghettis où on en retirerait un par un. Ça se creuse, ça se creuse. Et la maladie, le gros souci, et c'est là où votre job est important, c'est de faire comprendre aux patients que ça fait pas mal, ils le ressentent pas, mais que tous les jours, ils perdent des fibres optiques jusqu'à ce que leur champ visuel soit complètement rétréci. Donc en image, notre paquet de spaghettis qui est plein, là on en a perdu 50-60%, et là très franchement on a perdu 95%. À ce niveau-là, ici le champ visuel il est parfait, là je dirais on est entre cette structure et celle-ci, parce que le troisième stade, il faut s'imaginer, le patient, il voit dans un tunnel, un trou de souris. Les facteurs de risque, c'est l'âge, ce sont les antécédents familiaux. Attention, si je vous dis papa, maman, le frère, la sœur, tout ça, drapeau rouge. La myopie, les forts myopes, donc on parle de forte myopie au-delà de moins 6 dioptries, il faut vraiment se méfier. Et les patients aussi qui ont pris beaucoup de cortisone. Pourquoi ? Parce que la cortisone fait monter la pression intraoculaire. Et donc, 50% des patients qui sont glaucomateux ne le savent pas, même à l'heure actuelle dans la population. Donc, tout l'enjeu du médecin et de la consultation d'ophtalmo, c'est de dépister ces patients pour pouvoir mettre en place un traitement rapidement et éviter qu'ils ne perdent leur champ visuel et à un stade très évolué, leur acuité visuelle. Comment on va le diagnostiquer ? Tout bêtement en mesurant la pression intraoculaire, donc je vous montrerai juste après.
je pense qu'il y a certains d'entre vous dans la salle qui font les mesures initialement. C'est le petit jet d'air qu'on lance dans l'œil du patient. Il faut toujours le détendre, lui expliquer, attention, monsieur, madame, vous allez recevoir un petit jet d'air, détendez-vous, regardez la petite lumière, ne forcez pas sur les paupières, parce que ce sont autant de paramètres qui vont modifier la pression intraoculaire et donc rendre une mauvaise interprétation. Dans celles qui font aussi les mesures, on vous demande des fois la pachymétrie. Alors, c'est pas juste pour vous embêter, c'est parce qu'en fonction de la pachymétrie, qui est la mesure de l'épaisseur de la cornée, il va falloir ajuster la pression intraoculaire. La normale, alors retenez pas le chiffre, hein, mais c'est 520. Des fois, vous voyez des pachymétries à 600, 620. Et là, on peut avoir des tensions qui sont autour de 22, 23. En gros, 22, 23 chez quelqu'un qui a 600 et quelques, donc une grosse cornée, on va pas s'affoler. Par contre, chez quelqu'un qui a 22 de tension avec une cornée qui fait 450, alors là, vous êtes sûr qui a 70% qu'il a un glaucome sous-jacent. Je vous ai pas marqué la pression intraoculaire normale. On est entre 20 et 21, on va dire, hein, à peu près. Après, on mesure la gonioscopie. Je vais vous montrer des images après. L'OCT. Donc, l'OCT, il y a deux structures qu'on analyse. Le nerf optique, la photo, et les complexes ganglionnaires. Ça, c'est sur les OCT maculaires. Et le champ visuel. Donc, mesure de la pression intraoculaire. Le premier appareil, ça, c'est l'automatisé, le petit jet d'air, là, le PSHIT. Et ça, c'est à l'aplanation. Donc ça, c'est nous qui allons le faire. On dépose une petite goutte d'anesthésiant sur la cornée et ce cône va venir se déposer au contact de la cornée. Et par un système en fait d'équilibre, on doit aligner des mires et on mesure la pression de façon normalement plus fiable que le jet d'air. La gonioscopie, là aussi, on pose un verre sur l'œil et nous, ce que l'on voit à notre examen, c'est le trabéculum. Vous savez, ce dont on a parlé, qui est la zone d'évacuation de l'humeur aqueuse. Et en fonction, on va devoir déterminer est-ce qu'il est ouvert cet angle, est-ce qu'il est fermé, est-ce qu'il est très pigmenté, est-ce qu'on a des critères d'obstruction pour nous aiguiller sur le traitement à mettre en place. L'OCT, donc là, on analyse, on fait la photo du nerf optique et l'OCT, le RNFL, qui est calibré sur les fibres optiques, va nous faire un comptage et nous dire, alors attention, là les spaghettis sont bons, on est dans le vert, mais là on commence à en perdre, voilà, faut être vigilant. Et l'OCT du complexe ganglionnaire, donc comme je vous l'ai dit, on le fait au niveau de la macula, et en fait, on ne fait que mesurer les fibres ganglionnaires, ce sont les fibres qui vont constituer après le nerf optique et qui du coup vont se prolonger après pour se réunir et former notre fameuse gaine de nerf optique. Et donc, c'est un dépistage un petit peu plus précoce. Les études, en fait, montrent que des fois, on peut avoir des atteintes au niveau du complexe ganglionnaire sans que l'OCT-RNFL soit déjà lésé. Le champ visuel, donc, peut-être là aussi, il y en a qui en font. On place le patient devant une coupole, on lui demande de bien fixer la petite mire, parce que c'est important qu'il ait la fixation. Et donc, on va faire apparaître des petits points sur la coupole, et le patient est censé cliquer quand il voit ces petits points. Donc, on a des tests où on va émettre des petits... Enfin, il y a le petit point et il y a un petit bruit aussi qui apparaît à chaque fois. Et donc... il clique uniquement quand il voit le petit point. Pour dépister les faux négatifs, on va émettre le petit bruit et on va pas faire apparaître de petits points. Et si on voit que le patient il clique à chaque fois, c'est qu'il y a un souci, notre test il sera pas fiable. Et à contrario, des fois, on fait apparaître des petits points qu'il avait déjà testés avec des contrastes peu évolués. Et il avait cliqué, il l'avait bien vu. Et là, on le fait réapparaître avec des contrastes plus marqués. Et là, il n'a pas cliqué. Bon, on dit, bon, il y a un souci. Donc, voilà. Donc, l'information que vous devez donner aux patients, c'est attention. Le docteur vient de vous dire que vous aviez un glaucome. Vous n'êtes pas gêné. Vous avez l'impression que vous y voyez très bien. En plus, il vous a dit que vous avez 10 sur 10. Donc le gars il va dire bah moi mettre des gouttes, moi faire les lasers, moi on m'indique une chirurgie mais j'ai pas envie, après tout je suis pas gênée. Oui mais il faut être compliant parce que si on traite bien et tôt un glaucome, votre champ visuel va rester stable longtemps, votre glaucome va peu ou pas du tout évoluer
Et vous allez conserver une acuité visuelle et un champ visuel jusqu'à 80-90 ans, en faisant justement baisser cette pression intraoculaire. Donc, quel est l'arsenal? Première chose, les gouttes. Médical, pardon. Donc, dans le médical, il y a les gouttes et le laser, dont on va parler. Et après, il y a la chirurgie. Donc, on a dans la chirurgie les MIGS. Alors, c'est un peu technique. Peut-être vous avez programmé des XEN, des micro-stents, des iStents. Tout ça, ça rentre dans la catégorie des MIGS. Et après, il y a la chirurgie, trabéculectomie, un peu plus que la trabéculotomie. Dans les gouttes, il ne faut pas retenir les classes thérapeutiques, mais en gros, savoir qu'il y a 4 familles qui nous permettent de traiter le glaucome. Prostaglandine, bêta-bloquant, inhibiteur de l'enzyme de conversion et les alpha-2. On peut les utiliser en une seule goutte ou bien par association. Par exemple, les plus fréquents, c'est les associations prostaglandine et bêta-bloquant. Vous devez avoir des fois des pharmaciens qui vous rappellent en vous disant j'ai pas l'unidos, c'est pas grave si je mets le flacon, c'est le générique, gna gna. Alors attention sur les génériques parce qu'il y a des conservateurs bien souvent et ces conservateurs en fait ils endommagent la conjonctive, ce qui fait que les patients tolèrent moins bien leur traitement, ils mettent moins leurs gouttes. Et en plus de ça, même des fois, on peut avoir l'effet inverse souhaité, c'est-à-dire en créant de l'inflammation localement avec ces gouttes un petit peu abrasives, on peut faire monter la pression intraoculaire. Le laser SLT, donc on va viser sur le trabéculum et on va venir modifier en fait le maillage de cette grille d'évacuation de votre œil en élargissant un petit peu les pores et faciliter l'excrétion de l'humeur aqueuse. Donc voilà, en fait, schématiquement, nous, quand on fait un SLT, on fait des points rapprochés sur le trabéculum. La chirurgie. Donc ça, ce sont des photos pour des MIGS. Le premier, c'est pour déposer un XEN. Donc en fait, le XEN, c'est quoi? C'est un stent qui est prémonté dans ce gros trocar. On pique dans l'œil et on va venir chercher le trabéculum qui est juste en face. Et on va aller déposer, donc on perce le trabéculum. Et pop, on fait glisser notre petit stent qui va faire communiquer la chambre antérieure, donc cette humeur aqueuse, et qui va venir drainer l'humeur aqueuse juste sous la conjonctive. Et là, comme ça, on a passé la sclère, on est sorti de l'œil, et ça nous a permis de réguler notre pression intraoculaire. Donc là, on les voit. Alors ça, ce ne sont pas des XEN, ce sont plutôt des iStents, mais bon. Trabéculectomie, trabéculotomie, c'est une chirurgie un peu plus complexe, c'est pas une microchirurgie. Là, on va vraiment venir faire un volet dans l'œil où on va shunter le trabéculum et pour permettre un accès direct entre l'humeur aqueuse et la conjonctive. Donc, on ouvre complètement la sclère. Ça, c'est une photo de bulle de filtration. Alors vous, je pense que vous en rendez pas trop compte, mais à ce niveau, la bulle de filtration, ça fait vraiment comme une poche sous la conjonctive d'humeur aqueuse qui filtre. Et après, une fois que c'est sous la conjonctive, c'est plus un souci, hein. Ça sort de l'œil, donc ça fait pas monter la pression dans l'œil. La surveillance, elle est indispensable. Parce qu'un glaucome qui est bien contrôlé en 2023, en 2025, ça peut partir complètement en cacahuète. Il va peut-être falloir majorer le traitement par les gouttes, donc passer à des associations, 1, 2, 3, voire 4, des fois les 4 molécules. Parfois, il va falloir passer à une chirurgie. Donc, on le fait au moins une fois par an chez un patient qui est bien contrôlé, bien connu, qui n'a pas un glaucome trop méchant. Et parfois, on peut même le rapprocher de façon trimestrielle. Et à chaque fois, il va falloir mesurer la pression intraoculaire, puisque ça, c'est un peu notre phare dans le brouillard, nous dire est-ce qu'il faut la monter, la baisser, et les éléments de surveillance, comme on a dit, l'OCT et le champ visuel. Alors, pour pas être compliqué, tout ça, c'était pour le glaucome chronique. Mais on sort complètement du glaucome chronique, et là, on va passer à l'urgence. L'urgence, c'est le glaucome aigu. Le glaucome aigu, qu'est-ce que c'est? C'est un patient qui va venir au cabinet, qui a l'œil très rouge, très douloureux, qui se plaint souvent de maux de tête, il y voit flou, et si on l'examine dans le détail, il a ce qu'on appelle une semi-mydriase réactive.
Donc c'est la pupille, elle est ni resserrée, ni complètement dilatée. Rien qu'avec cette photo, en fait, on a la physiopathologie. Je vais vous l'expliquer dans la diapo qui suit. En gros, on a l'iris qui vient s'accoler au cristallin, ce qui fait que notre corps ciliaire qui produisait son humeur aqueuse, il trouve plus de sortie, mais alors plus du tout. Et donc la tension, elle va monter dans l'œil. Et en plus de ça, c'est comme si ça suffisait pas, l'iris va venir s'accoler sur le trabéculum et boucher la zone qui était censée servir à évacuer l'humeur aqueuse. Alors là, on n'est pas sur des tensions à 25, 26, on est souvent à des tensions plus de 30, parfois 40, 50. Et donc, schématiquement, en fait, on dit que c'est l'œil de bois. C'est vraiment, on touche l'œil, c'est une bille, quoi. On ne peut pas dépresser la sclère. Il faut le traiter en urgence. C'est un patient, on ne peut pas lui dire revenez demain. Pourquoi ? Parce que si on laisse 50, 60 de pression intraoculaire, alors là c'est des chiffres très élevés, notre nerf optique qui est derrière, il va pas mettre 3 mois à perdre ses petites fibres optiques. En 24-48 heures, il peut perdre 50 à 60% de son capital. Hein. Et donc, ce sont des champs visuels. En une semaine, ça peut être la catastrophe. L'urgence, c'est de faire baisser la pression intraoculaire. Donc, on va lui donner non seulement des gouttes, mais surtout des traitements par la bouche. Donc, vous devez voir des ordonnances de Diamox passer. Et pour éviter que le problème ne revienne, on va faire un laser que l'on appelle l'iridotomie. Donc, on va faire un petit trou dans l'iris pour venir shunter le passage entre l'iris et le cristallin. Ainsi, l'humeur aqueuse qui était fabriquée par notre trabéculum, notre corps ciliaire, va passer directement par le petit trou et venir s'évacuer au niveau de notre trabéculum, comme ici. Et ça se fait avec un laser en consultation. On va traiter l'œil malade, mais on va aussi traiter l'autre œil. Parce que quelqu'un qui a fait un glaucome aigu sur un œil, alors je ne connais pas les pourcentages exacts, mais il a énormément de risques de faire un problème sur l'autre œil. Voilà. Merci. Alors, des questions. Ah, alors pour les génériques aussi, je meuble en allant là-bas. Pour les génériques aussi, souvent les gens vous appellent parce que ça les pique, alors que celui d'avant ne les piquait pas. Et aussi, il y a souvent de gros problèmes de manipulation des flacons. C'est-à-dire que le flacon qui a été fait par la boîte X ou Y, au départ, il est maniable, on peut l'ouvrir facilement, le plastique est souple, on peut se mettre les gouttes. Il y a des génériques où c'est très difficile, surtout pour des gens âgés, des fois, d'ouvrir le flacon, déjà de le décapsuler et de faire couler les gouttes. Hein. Donc quand ils vous disent le générique m'embête, ils n'ont pas tout à fait tort, forcément. En règle générale, et si je résume la position des ophtalmos, pour le traitement hypotonisant, on est assez contre les génériques. Oui, on peut le dire. 100%. On peut le dire. Voilà. 100%. Maintenant, si votre patient ne veut pas de générique, enfin, si l'ophtalmo décide qu'il ne doit pas avoir de générique, il faut que ça soit marqué sur l'ordonnance, théoriquement. Il faut marquer non substituable. Et si l'ophtalmo marque trop souvent non substituable, peut-être qu'un jour la Sécu va l'appeler. Ça peut arriver. Je ne crois pas que ça arrive souvent, mais bon, moi, jamais appelé. Pas pour ces trucs-là, oui. J'avais une petite question sur le SLT. En fait, j'arrive pas à faire la différence entre l'IP et le SLT. En fait, pour moi, ça a le même. Alors, voilà. Le SLT, ce sont pas du tout les mêmes structures anatomiques que l'on vise. En plus, sur le laser, alors je suis pas une génie sur les lasers, mais il y en a un en fait qui va modifier le maillage. Ça, c'est le SLT. Il va pas faire des trous. Alors que dans l'iridotomie, c'est un laser YAG qui va vraiment découper l'iris. Dans le premier, donc le SLT, on va viser le trabéculum, donc vraiment cette zone que l'on disait là pour évacuer l'humeur aqueuse. Dans l'autre, on va taper sur l'iris. Donc 2 zones anatomiques et en plus de ça, sur le mécanisme du laser, ce n'est pas le même. Ça évacue dans
tous les cas. Et non, l'iridotomie en fait n'a pas pour but d'évacuer l'humeur aqueuse. Elle a juste, on veut contourner le passage physiologique de l'humeur aqueuse. On veut que ça fasse le circuit court, corsiliaire trabéculum. Ça fait c'est avant l'opération du glaucome, comme une petite, un petit bouchon, comme une cocotte minute, quoi. En fait, c'est le petit trou qui va éviter que la cocotte minute explose. Ça. Ah, ok. Ouais. D'accord. Merci. Mais de rien. C'est pour éviter que si l'iris se repositionne sur le cristallin, on bloque le système. S'il y a le petit trou sur le côté, ça passe par là. Le SLT, lui, c'est pour le glaucome chronique. C'est pas pour le glaucome aigu. Le risque de glaucome aigu. Autre chose. Non. Alors, le problème du glaucome pour vous, c'est que les gens, comme vous l'avez dit, ne se sentent pas malades. Quelqu'un qui a une conjonctivite, il va mettre ses gouttes, il a mal. Et puis ça va durer 8 jours, ça va durer momentanément. Alors que ça, c'est un traitement à vie, bien souvent, et des contrôles à vie. Donc il faut les motiver. Après, ils doivent souvent vous poser aussi des questions sur le docteur m'a dit de mettre des gouttes le soir, ça m'embête le soir, je les oublie souvent, je préférerais les mettre le matin en me levant. Ouais. Ben là, on a une réponse, c'est-à-dire qu'il suffit de changer le traitement. Les prostaglandines, schématiquement, ce sont des gouttes qu'on met le soir. Les bêta-bloquants sont plutôt des gouttes qu'on met le matin. Sur les deux autres, je ne sais pas s'il y a vraiment un moment où le mettre. Mais en fait, il faut le patient qui est diagnostiqué glaucomateux, il le sera toute sa vie. Et il n'a pas 10 ans de traitement, il va en avoir jusqu'à la fin. L'essentiel, c'est pas qu'il les mette le matin ou le soir, comme on l'a dit. Mais si vraiment ça lui pose un problème, l'essentiel, c'est qu'il les mette tous les jours. Ouais. Le matin ou le soir, et même, toujours à peu près pareil. Toujours à peu près pareil. Et voilà. Même il y a des gens qui sont vraiment pas compliants, qui n'arrivent pas à mettre leurs gouttes, qui les oublient. Et ben dans ce cas, il faut qu'ils nous le disent, parce qu'on peut faire un laser, on peut mettre un mix. Il faut à la fois une relation de confiance entre le patient et le médecin et de compliance. Il y a de plus en plus de cas où on fait un laser SLT parce qu'on se dit celui-là, il ne mettra pas les gouttes. Enfin. Oui, parce qu'on le sait, ceux qui les mettent en place. Sur les mix, maintenant, on a la main est de plus en plus. Mais c'est un peu plus. Un peu plus technique. Et plus agressif. Voilà, donc. Enfin, je pense. Je ne suis pas un spécialiste. Il y a une dame là qui a une question. Ah, très bien. Bonjour. Tout à l'heure, vous parliez des génériques. Monsieur a parlé effectivement des flacons qui étaient un petit peu durs. Moi, par exemple, j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps d'une patiente qui déjà refusait le générique parce que du coup, elle voulait le générique normalement parce que sinon elle le paye si c'est pas générique, mais elle me dit le flacon est trop dur. Et du coup, je sais pas quoi faire. Et du coup, au départ, on nous a expliqué à la pharmacie que le non substituable ne suffisait plus, qu'il fallait un code maintenant depuis 2020 apparemment. Je ne sais pas du coup ce que vous mettez vous comme code, par exemple pour le non substituable. Moi, je savais pas. Non, je mets non substituable. Merci. Mais du coup, pour les patients par exemple qui ont souci de flacons trop rigides... Moi, je pense qu'il faut essayer de trouver un autre flacon. Parce que déjà dans les associations, en fait, il y a quand même plusieurs maintenant laboratoires qui font des équivalences. Okay. Bon, c'est un cité de nom, mais le procédé, par exemple, entre le Dualcopt et le Ganfort, c'est pas du tout le même type de flacon. Il y en a un, c'est un système de pompe. Enfin, et encore Dualcopt, Ganfort, c'est pas les mêmes associations, mais voilà, il faut essayer. Ok, merci. Bien. Avant, vous avez connu, peut-être il suffisait de marquer NS. Après, ils ont obligé à ce que le médecin marque non substituable. Alors, les ordonnances sont faites maintenant imprimées. Pour ce fameux flacon trop rigide, la patiente du coup aussi le refusait parce que du coup elle n'arrivait pas à le mettre. Mais du coup, la pharmacie a refusé parce que du coup, justement, par rapport au code qui était mis, il disait que c'est pas un motif pour accepter de refuser le générique. Alors, après aussi, il y a des patients, ça va jamais. Enfin, on est d'accord. C'est-à-dire que j'arrive pas à mettre les gouttes. C'est trop tôt, c'est trop tard. Le flacon est trop dur. La goutte, elle me pique. Au bout d'un moment, il faut leur expliquer. Vous avez deux possibilités. C'est votre œil. Vous faites ce que vous voulez. C'est les deux yeux d'ailleurs, parce que quand un œil est malade, l'autre aussi. Vous pouvez refuser de mettre vos gouttes.
Mais je préfère vous prévenir, dans 15 ans, vous risquez de plus rien y voir. Votre champ visuel, il va se dégrader. Et aussi, c'est un petit peu un électrochoc. Hein. Enfin, vous en rendez pas compte aujourd'hui, tout va bien. Mais moi, je vous le dis, ça va aller, ça va pas bien et ça va aller de mal en pire. Oui. Non, mais je comprends. Non, mais voilà, il y a un petit message à glisser. Par rapport au glaucome chronique, pourquoi on ne fait pas tout de suite un laser, du coup, au lieu de mettre des gouttes ? Alors, le laser SLT, il y a des gens qui répondent plus ou moins bien. En fait, comme c'est un système où on crée un peu de dispersion pigmentaire, en fait, plus le trabéculum est pigmenté, mieux le patient va répondre. Et il y a des gens qui ont un trabéculum qui est très clair, où on voit que le laser marque mal. Il y en a d'autres qui ont des angles qui sont pas très ouverts. Alors là, on aura une difficulté d'accéder au trabéculum. Donc, c'est vrai que c'est une bonne indication. Alors, l'autre chose, c'est que le laser SLT, c'est chouette, mais ça va bien marcher 1 an, 2 ans. Et puis, petit à petit, le trabéculum se restructure un petit peu comme au début. Et il n'y a plus de fonctionnement du SLT. Et nous, on peut refaire une deuxième fois du SLT. Ça va refonctionner 1 an, 2 ans. Et puis après, on ne pourra plus parce que le trabéculum ne répondra plus au SLT. Donc, on a une période un petit peu de lune de miel au SLT qui doit durer 4 ans, 5 ans. Et puis après, faut faire autre chose, quoi. Mais du coup, vous faites le laser... Quand est-ce qu'il faut faire le laser ? On fait le laser soit... Alors, on peut le faire d'emblée. Moi, je pose des indications chez des patients jeunes pour préserver au maximum leur conjonctive le plus longtemps possible parce que je considère que n'importe quel traitement qu'on met tous les jours va quand même entraîner des petites altérations au niveau de la surface oculaire, en leur expliquant que le laser, ça va bien marcher jusqu'à la petite cinquantaine, et puis après, il faudra passer à autre chose. Souvent, ils sont contents et ils disent OK. Après, c'est quand il faut faire une escalade thérapeutique. On a par exemple 1, 2, 3 molécules, voire 4, et on n'a toujours pas l'objectif de pression atteint. Donc, il faut surenchérir. Le patient n'est pas tout à fait prêt pour la chirurgie. Donc, on lui dit, on va tenter un laser. Enfin, bon, franchement, c'est ophtalmo-dépendant. Donc, là-dessus, je parle pour moi, mais je pense que chacun fait un petit peu avec son expérience. Merci. Il y en a qui font un SLT à tout le monde. Hein. Aussi, ouais. Je crois. Hein. On est très en avance, c'est bien, vous n'allez pas rater votre train. Ce qu'il faut bien leur faire comprendre, mais ça vous ne pouvez pas leur dire, mais c'est quand même à leur faire comprendre. La grosse différence, par exemple, entre la cataracte et le glaucome. La cataracte, même s'ils ne se soignent pas, même s'ils laissent filer, même s'ils attendent, même si le jour où on va les opérer, même s'ils sont à 1/10, ça sera plus dur de les opérer avec une cataracte brune à 1/10, on est bien d'accord, mais ils vont récupérer. Si tant est qu'il n'y ait pas autre chose derrière, bien sûr, mais bon. Le glaucome, ils ne se sentent pas malades, ils n'ont pas la vue qui baisse au départ. Et même un champ visuel qui se rétrécit, ils ne s'en rendent pas compte. Non, pas du tout. Ouais. Voilà. Tant que ils s'en rendent compte assez tard du rétrécissement du champ visuel. Mais plus ils attendent là, plus ça s'aggrave, plus ça s'installe. Et même le jour où on va commencer à les traiter, ils ne reviendront pas en arrière. Le champ visuel qui aura été perdu, les fibres qui ont été perdues, elles ne vont pas repousser. Alors que la cataracte, quand on les opère, on revient 20 ans avant, même 50 ans avant, puisqu'ils n'ont même plus besoin de double foyer ou de verre progressif. Hein, c'est ça. Hein. Donc la cataracte, on peut s'en fiche longtemps. Le glaucome, non. Pour appuyer un petit peu sur la chirurgie de la cataracte, moi, des fois aussi, ce que je leur dis, c'est il nous manque 2-3 points de pression intraoculaire. Vous avez un petit début de cataracte, et des fois, le fait d'opérer la cataracte, comme vous avez vu sur le diaporama précédent, en fait, on fait un petit peu de place dans l'œil, c'est-à-dire un cristallin qui a une profondeur de 2-3 mm. Finalement, le fait de l'opérer en mettant un implant, on gagne un petit peu en espace dans l'œil, et des fois, on voit des glaucomes se stabiliser après chirurgie de cataracte, avec des objectifs de pression atteints. Et après, vous avez des patients qui sont de vrais emmerdeurs dans l'autre sens, chez lesquels on a diagnostiqué une hypertonie ou un glaucome, et qui se prennent l'attention tout seuls, qui ont des appareils, qui ont des trucs, et qui, eux, téléphonent tous les 3 jours. Ah ouais. Parce que c'est comme la tension du bras, quand le mec a l'appareil, et voilà. Ça, c'est l'inverse.
Ah oui, et ouais, justement, pression du bras, la question qu'on peut souvent avoir, c'est docteur, j'ai de la pression artérielle, enfin j'ai une HTA, du coup, est-ce que j'ai un glaucome, enfin est-ce que j'ai de la tension dans l'œil? Ça n'a rien à voir. Hein. C'est un système vasculaire, l'autre c'est un système intraoculaire avec de l'humeur aqueuse. Ce sont deux choses complètement différentes. C'est pas parce qu'on a l'un qu'on aura l'autre et vice versa. Il n'y a aucun régime alimentaire qui favorise l'hypertonie oculaire, ni le café, ni la réglisse, ni tout ça. C'est comme ça. Hein. On a tout dit. Est-ce qu'il y a encore quelques questions sur le glaucome? Alors après, la subtilité, c'est entre hypertonie oculaire et glaucome. Hein? Oui, des fois, ah oui. Est-ce que ça dépend comment votre ophtalmo présente les choses? Il y en a qui disent aux gens, quand ils n'ont qu'une hypertonie oculaire, pour les motiver, ils leur disent vous avez un glaucome. Bon, théoriquement, l'hypertonie oculaire, c'est quand il y a trop de pression, trop de pression par rapport à un chiffre un peu théorique. Le glaucome, c'est quand il commence à y avoir des dégradations du nerf optique, c'est-à-dire dégradation du champ visuel ou dégradation à l'OCT ou dégradation de la tête du nerf optique. Hein. Mais souvent, on fait l'amalgame. Hein, et dans l'esprit des gens, l'amalgame est fait aussi. Oui. On peut avoir une hypertonie oculaire sans avoir de maladie glaucomateuse et vice-versa. On peut avoir une maladie glaucomateuse même avec des pressions normales. Mais ne rentrez pas dans tout ça. Parce que sinon, c'est hyper compliqué. La médecine, c'est jamais blanc ou noir. Hein. Plus de questions sur le glaucome? Eh bien, écoutez, nous allons toujours rester à Alès. On entend déjà les cigares, là. Monsieur va nous quitter. Nous allons lui faire une